Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça me fait très plaisir d'être avec vous. Donc abonnez-vous, likez, partagez. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On est à peu près 1040 abonnés à peu près. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook surtout. Je suis plus actif dessus. Dessus vous avez un groupe Facebook de 4000, je crois qu'il y a 4000 personnes ou 5000, je sais plus, j'ai oublié. Et vous êtes les bienvenus. Donc vous m'avez aussi sur Insta, sur TikTok, mais je suis un peu moins actif, tu vois. Euh, Donc aujourd'hui, on va parler du NEAT et on va voir comment je vais vous l'amener par rapport au meilleur exercice fonctionnel. D'accord. Je vous ai fait une première vidéo, le meilleur exercice fonctionnel, qui était l'exercice de la marche, parce que comme je vous disais, il était complet. Donc on va un peu revenir dessus dans cette vidéo et je vais vous amener un deuxième meilleur exercice fonctionnel, d'accord, qui est plus exigeant mais qui est très intéressant aussi, parce qu'il est très puissant. Et je vais juste attirer votre attention sur une petite réflexion pour commencer. Donc on entend souvent lombalgie, tu sais, c'est un peu le truc commun quoi. J'ai mal au dos, j'ai une lombalgie, on met un peu ce qu'on veut là-dedans. Vous vous rappelez que la sacro-iliaque, dans la dernière vidéo que je vous ai faite, la sacro-iliaque elle peut irradier jusqu'au niveau lombaire. Que les lombaires, c'est pas le dos, c'est le carré des lombes. Et le carré des lombes, c'est un fléchisseur de hanche, c'est le muscle le plus profond de l'abdomen, et donc le bas du dos, c'est déjà le ventre. Et c'est déjà la hanche. Parce que vous vous rappelez que vous avez trois fléchisseurs de hanche, le psoas, le droit antérieur et le carré fémoral. D'accord? Droit antérieur, quadriceps 4 chefs musculaires, il y en a un seul qui est fléchisseur de hanche, c'est le droit antérieur. Et donc, c'est la hanche, quand on a mal au bas du dos, donc en lombalgie, à 60% peut-être, en vrai, c'est la hanche. D'accord? Et 60%, je suis très gentil. D'accord? Et donc, souvent, tu vois, quand on parle de lombalgie, il faut toujours faut essayer de synthétiser les choses et d'être le plus simple possible. Donc, une articulation, elle doit être stable mais mobile en même temps, comme je vous le disais. Et le cerveau contrôle cette longueur tension des muscles autour de l'articulation de manière permanente et il va la stabiliser. Le souci, c'est que vous avez des muscles qui sont stabilisateurs, des muscles qui sont mobilisateurs. Et quand une articulation est raide, elle a tendance à rendre la musculature autour hyperactive. Et si elle est hyperactive, en vrai, c'est comme si elle s'inhibe. C'est-à-dire que mon cerveau n'arrive plus à l'activer correctement. Donc le muscle devient hyperactif, amyotrophique, il perd de l'endurance, il est en faiblesse de protection, en faiblesse d'endurance, et il finit par se fatiguer. Il finit par se fatiguer parce qu'il est hypertonique. Il n'y a pas de bonne phase de récupération parce qu'il ne se relâche jamais. C'est le principe d'une surtension. C'est le principe d'un lumbago, c'est une crampe musculaire. Tu vois ce que je veux dire? Le lumbago, c'est une crampe musculaire. Et donc, des muscles qui sont hyperactifs compriment les facettes articulaires. Tu comprends? L'articulation, si elle est raide, elle fait que la musculature s'hyperactive. La musculature, en s'hyperactivant, sa masse ne change pas vraiment, mais le muscle va s'épaissir. Et cet épaississement fait qu'il comprime encore la facette articulaire. Il va faire une douleur d'origine radiculaire, ça s'appelle, c'est-à-dire une douleur de compression nerveuse. D'accord? Et donc il va falloir travailler la musculature autour pour réussir à bouger. Il va falloir travailler l'articulation, mais aussi travailler la musculature. Et suivant, si on a une lombalgie parce qu'une vertèbre est raide, on ne va pas le travailler de la même manière que si une vertèbre est hypermobile. Est-ce que tu comprends? De mon expérience, quand c'est chronique, on est plus face à de l'hypermobilité que de la raideur. Parce que une raideur, tu vas chez l'ostéo, il te craque, normalement l'articulation, elle est, c'est pas vraiment le mot, libérée, elle est un peu relâchée, tu vois, elle a remis du jeu, liquide synovial, etc. Ça peut corriger un défaut de glissement de surface, mais souvent ça tient pas. Ça tient pas parce que c'est incomplet. Vous comprenez? Ce que je veux vous dire, c'est que vous ne pouvez pas travailler l'articulation sans travailler le muscle. Vous ne pouvez pas travailler le muscle sans travailler l'articulation. Donc, il faut toujours revenir à des choses essentielles. Tu vois, je sais qu'en rééducation, en réadaptation, souvent tu vas avoir des bird dogs, etc. Tu sais, je suis en diagonale comme ça, voilà, c'est ce qu'on va voir dans les salles de kiné. Et souvent, le bird dog, en réalité, il n'est pas intégrable. Parce que il n'y a pas de contrôle postural. C'est-à-dire que mon bird dog, mon dos, j'arrive pas à le placer suffisamment dans l'espace. Et donc, parce qu'il n'y a pas assez de mobilité. Tu comprends, le bird dog, en vrai, il est très exigeant. Il demande de la coordination, il demande que mon bassin soit aligné, et souvent le bassin n'est pas aligné, et la position neutre au niveau de la colonne lombaire, elle est pas là.
elle n'est pas neutre. Je suis souvent trop hyperlordosé. Je suis souvent une trop grande cambrure lombaire parce que j'ai plus un bon contrôle moteur. Donc, une articulation, comme je vous l'ai dit, elle est raide, donc c'est pas bon, va falloir lui redonner de la mobilité. Mais quand elle est trop hypermobile, elle bouge trop, va falloir la stabiliser. Donc, d'une manière générale, là, je parle vraiment d'un cas spécifique de lombalgie, si ça peut vous aider ces réflexions. Donc, si l'articulation elle est raide, il va falloir faire des travaux de mobilité articulaire douce. Donc, je vous ai fait une vidéo à améliorer votre mobilité, etc. Dedans, vous avez des exercices de mobilité articulaire douce. Par exemple, de la reprise de conscience de lordose lombaire. Et si par contre une articulation elle est instable, elle bouge trop, le meilleur des trucs, c'est le gainage. Donc, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur le gainage dans cette chaîne. Pour le cou, pour les épaules, pour le dos, pour les lombaires, etc. Pour les fessiers, etc. Je vous ai fait beaucoup de gainage dans cette chaîne YouTube. Et c'est essentiel. Comme je vous l'ai dit, le gainage, c'est un indispensable d'une réadaptation. C'est parce que c'est ce qui va stabiliser une articulation. La musculature va stabiliser une musculature. Et le fait d'être en équilibre, ça va forcer mon cerveau à chercher les muscles stabilisateurs et pas les mobilisateurs qu'on va chercher plus dans un mouvement dynamique. C'est-à-dire que les muscles profonds, on va les chercher dans l'instabilité. Le cerveau va chercher les muscles profonds pour faire face à l'instabilité. Mais parfois, il va falloir jouer un peu sur ces deux fenêtres. Il va falloir travailler la mobilité et le renforcement. Et donc, quand par exemple, je fais un pont fessier ou je fais un bird dog, qui sont des exercices vraiment géniaux en gainage, tu vois. Moi, c'est des trucs que je conseille tout le temps presque. Suivant la marge de progression. Bird dog, j'aurais tendance à le mettre en intermédiaire. Je trouve que c'est plus exigeant qu'un pont fessier, parce que c'est plus dynamique, etc. J'aurais tendance à mettre un pont fessier. Mais il se peut que tu aies un échec de rééducation ou que tu aies une majoration de douleur où tu sens que le mouvement tu l'intègres pas, que tu n'intègres pas le bienfait d'un pont fessier, que tu n'intègres pas le bienfait d'un bird dog, parce qu'il n'y a pas assez de mobilité et il n'y a pas assez de contrôle moteur au niveau de la colonne lombaire et de la sacro-iliaque notamment, ou de la charnière thoracolombaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je vous invite à faire des exercices peut-être plus exigeants à première vue, mais qui vont permettre de récupérer de la mobilité. Je m'explique. Moi, je dis de manière générale, en réadaptation, c'est comme un bébé. Quand il y a une douleur chronique, vous vous rappelez, il y a un schéma moteur intégré qui n'est plus le bon, un mauvais schéma moteur. Et je marche avec une compensation, parce que c'est devenu le nouveau schéma moteur de référence induit par la stratégie d'évitement de la douleur. Et ben, du coup, il va falloir remettre le schéma moteur dans le bon ordre et aller vers la verticalité progressivement. Ça, c'est ce que je vous ai toujours appris. Que c'est comme un bébé. D'abord, on rampe, après on est à quatre pattes et après on est debout. Donc, il faut faire des exercices au sol, en quadrupédie, puis on s'assoit, puis enfin on est debout. Parce que la gravité, comme ça, on contrôle la charge qu'on met sur nos articulations. Donc ça, tu vois, c'est des règles générales. C'est des règles qui sont générales. C'est des concepts. C'est une guideline générale. Mais n'oubliez pas qu'on est sur des réadaptations et qu'une réadaptation, c'est pas linéaire. Il y a des essais, il y a des erreurs. Et surtout, que chaque personne est différente. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire. Donc parfois, il faut même aller à l'encontre de la méthode. Tu vois, c'est que la méthode, même si c'est comme ça qu'on fait logiquement, parce que c'est comme ça, il ne faut pas hésiter à faire des mouvements qui sont à première vue inadaptés au départ. Donc n'hésitez pas, malgré tout ce que je vous ai pu vous dire, à faire par exemple, je vous ai toujours dit de faire des squats et des deadlifts en dernier. C'est-à-dire que tant que j'ai pas mon gainage, j'ai pas mon squat et j'ai pas mon deadlift. Donc je vous invite à malgré tout, par exemple, si vous n'avez pas assez de mobilité, qu'un pont fessier vous fait mal, un bird dog vous fait mal, peut-être qu'un squat, si vous le faites de manière contrôlée, et donc avec les pieds pas ouverts en canard, fermer l'angle de progression, et avec un élastique autour des genoux, comme je vous ai montré, pour faire de l'antivalgisation, pour faire des exercices antivalgisants, parce que le genou a merdé. Tu comprends? C'est que le psoas, quand il est noué, il noue le genou vers l'intérieur. Quand le quadriceps a merdé, il noue le genou vers l'intérieur. Il fait un valgus dynamique et il fait que le pied s'affaisse. Donc il faut contrôler cet affaissement.
Tu comprends? C'est que si mon squat, vu que je suis déséquilibré de manière posturale, mon squat, je ne vais pas le faire correctement. Mon deadlift, je ne vais pas le faire correctement. Donc, comme je vous l'ai dit, la clé, c'est de faire des essais, c'est de faire des erreurs et d'y aller de manière plus progressive possible. C'est pour ça que si vous voyez que vous êtes en échec, parce que ça arrive, hein, malheureusement, c'est des cas complexes, etc. Et je suis directement concerné. Vous savez que j'ai des soucis de dos hein, depuis que j'ai 26 ans et j'en ai bientôt 34 là. Et donc, n'hésitez pas même à faire un seul gainage, un seul squat, un seul deadlift, mais correctement exécuté, avec un élastique à la résistance minimale. Un squat très lent, très contrôlé, pour permettre cette reprise de mobilité au niveau de la colonne lombaire. Et peut-être que, une fois que vous avez repris de la mobilité au niveau de la colonne lombaire, dans, je sais pas, 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois minimum, d'accord? Et bien peut-être là, vous allez pouvoir faire votre pont fessier et votre bird dog ou tu vois, ou des exercices au sol un peu plus, qui vont mettre un peu plus de charge sans poser de douleur. Tu comprends que, vu qu'il y a une douleur d'origine radiculaire, il y a une compression nerveuse. Et vu qu'il y a des anomalies structurelles parfois dans les tendons, quand une tendinite est trop longue ou qu'il y a une inflammation des tendons, il y a des distensions tendineuses qui sont possibles, c'est-à-dire que les tendons sont trop étirés, alors que les tendons aiment la charge. Et il se peut que des exercices de gainage apparemment moins exigeants, parce que j'ai moins cette gravité que je prends dans la gueule quand je suis en bipédie, il se peut que ça me fasse une charge de compression dans la gueule. Et ça se peut que le tendon subisse une charge de compression par rapport à une posture, parce que j'ai une distension, parce que j'ai une douleur d'origine radiculaire, une irradiation nerveuse, une irradiation à distance, projection musculaire, genre point trigger, etc., qui m'empêche de récupérer mon muscle. Donc, voilà, on va simplifier. Comme toujours, ça c'est valeur sûre, soyez mobile avant d'être fort. Si vous voyez que vous n'avez pas travaillé en force sur un exercice de gainage, qui est un exercice de stabilisation, donc pour stabiliser une articulation quand il est hypermobile, donc souvent ce qui est hypermobile, c'est une hanche, c'est un bassin, c'est un pubis, c'est une colonne lombaire, et un cou, ça c'est ce que tu vas avoir d'instable, ou une épaule, mais une épaule peut être raide, un cou peut être... Tout est possible, chaque personne est unique, tout le monde compense pas de la même manière. D'accord? Parce qu'on n'a pas tous le même schéma moteur corporel, on n'a pas le même morphotype prédisposant et on n'a pas le même polymorphisme génétique, c'est-à-dire l'expression génétique qui fait que j'ai cette morphologie, qui fait que j'ai des fonctions neuromusculaires plus ou moins adaptatives. Et hormonales, on n'a pas les mêmes facteurs hormonaux non plus. Je pense notamment au niveau des femmes. D'accord? Donc pensez à ça. Soyez mobile avant d'être fort. Si vous êtes sur un échec, avec un exercice de renforcement qui n'a pas de progression, peut-être qu'il faudrait restaurer de la mobilité en faisant, pourquoi pas, des exercices qui seraient potentiellement plus exigeants. Donc à vous de prendre ces exercices qui sont potentiellement plus exigeants parce qu'ils demandent plus tu vois, par rapport à la gravité est plus forte, peut-être les faire un seul mouvement, avec, tu vois, de manière contrôlée devant un miroir, etc. Tu vois, ce qui compte, c'est, peu importe en fait ce qu'on essaye de faire, ce qui compte, c'est de respecter votre propre anatomie et de respecter votre capacité de votre corps à stresser vos tissus. Apprenez à doser la contrainte, ni trop ni pas assez. Si je stresse trop mon tissu, il ne va pas s'adapter parce qu'il n'a plus l'habitude. Mais si je ne le stresse pas assez, il ne va pas apprendre parce que l'environnement ne change pas. Et la douleur est une réponse comportementale, un conditionnement par l'hippocampe. L'hippocampe, mémoire de la spatialisation et du déplacement, lien des souvenirs, mémoire autobiographique. D'accord? Et l'hippocampe se connecte avec le cortex qui évalue cette intensité de la douleur, mais le cortex fait aussi les commandes prémotrices et la conscience de soi. Donc, n'hésitez pas à faire des exercices de mobilité qui seraient apparemment pas dans la chronologie normale d'une réadaptation, enfin, qui seraient peut-être pas dans la méthode, voilà, d'une réadaptation, parce que peut-être que ça va vous permettre d'ouvrir la petite fenêtre sur un exercice ultérieur qui est indispensable mais que vous ne pouvez pas encore faire parce qu'il y a une restriction, parce qu'il n'y a pas de mobilité. Tu comprends que s'il n'y a pas de mobilité, on ne peut pas travailler. On ne peut pas renforcer une articulation si on ne lui a pas restauré de la mobilité. Parce que c'est ça une réadaptation. On mobilise, donc il faut mobiliser, mettre du mouvement, créer de l'espace. Et quand il y a une raideur articulaire, il n'y a plus d'espace. Les tissus, il y a une adhérence des tissus au niveau de l'articulation. D'accord? Donc il va falloir créer de l'espace
Guérir les tissus si nécessaire, souvent c'est quand c'est douleur chronique, il n'y a plus rien à guérir, c'est intégré dans le cerveau. C'est-à-dire que c'est une empreinte qui pose souci, c'est un court-circuit dans le cerveau, d'accord? C'est comme si le disjoncteur il a sauté, il y a eu une phase de choc spinal. Après la phase de choc spinal, il y a une phase de sidération, donc vraiment un court-circuit émotionnel quand il y a une douleur chronique, d'accord? Et donc le cerveau n'arrive plus à créer des nouveaux circuits neuronaux et donc l'apprentissage est impossible. Donc il va falloir créer de l'espace et une fois que j'ai l'espace, ma mobilité restaurée, là je vais pouvoir faire de l'activation musculaire et donc combler cet espace vide que j'ai créé par le mouvement, la mobilité articulaire douce ou moins douce mais contrôlée avec votre contrôle moteur, d'accord? Pour mettre de la masse. Et donc, on fait de l'activation musculaire. Et l'activation musculaire, c'est de l'hypertrophie. Et une fois que j'ai suffisamment j'ai assez de masse qui comble cet espace vide que j'ai comblé, parce qu'il y a eu une adhérence qui a compacté tout, qui a serré les fibres musculaires, qui a fait que les os n'ont plus exactement la même densité, parce que l'os a une densité d'auto-ajustement malléable, d'accord? Et bien après, je vais pouvoir faire de l'hypertrophie fonctionnelle. Et ça, c'est de l'intégration pour le cerveau, de manière corticale. Et une fois que j'ai mon intégration, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Vous pouvez aller vers les étapes supérieures de la réadaptation. Il y a des étapes. Et une fois que c'est intégré, c'est intégré. Et je vais pouvoir ajouter d'autres mouvements. Ceux-là, augmenter la difficulté. Eux, ils sont intégrés, ils sont intégrés. Ça y est, mon cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quotidiennement. Et donc, il va renforcer, il va consolider sa mémoire par le sommeil et par la vie quotidienne, tu comprends? Et c'est là où je vais rebondir. Donc voilà, c'était une petite intro malgré tout très intéressante parce que il faut se poser ce genre de questions en échec thérapeutique et il faut se poser ce genre de questions en réadaptation et en thérapie manuelle et en kinésithérapie et en ostéopathie. Mais l'ostéopathie n'en a rien à foutre de la neuroplasticité, d'accord? Et de la plasticité musculaire, d'accord? Donc, faut penser que le meilleur kiné, c'est vous, et vous pouvez aussi pratiquer des techniques d'auto-ostéopathie, et il n'y a que vous qui pouvez changer à long terme quelque chose sur une condition physique, d'accord? Parce que la clé, c'est la répétition, et que la passivité n'amène pas un remaniement suffisamment puissant au niveau de mon cerveau, au niveau de mes tendons. Je vous rappelle que quand il y a une douleur, il y a des anomalies modulatrices dans le cerveau. Le cerveau n'arrive plus à moduler la douleur de manière correctement. Il y a des anomalies biochimiques dans un cerveau quand il y a une douleur chronique, d'accord? Et donc le cerveau n'est pas normal. Donc si on ne prend pas en compte qu'il n'est pas normal, qu'il n'est pas dans son mode de fonctionnement normal, on ne va pas réussir à le hacker. Et de la même manière, les schémas moteurs ne sont plus les bons, parce qu'il y a des anomalies biochimiques également dans les tendons, modulatrices au niveau du tendon, précisément. D'accord? L'organe neurotendineux de Golgi ou Golgi, d'accord? Et le tendon, c'est vraiment le cerveau du muscle, si tu veux. Il dit à ton cerveau l'état de contractilité du muscle en temps réel. Et dans le tendon, je vous l'ai dit, vous avez des réflexes de défense. Notamment, je pense aux réflexes d'inhibition autogénique ou myotatique inversée. C'est des basiques que je vous ai déjà fait dans d'autres vidéos. Je prends un chat, je le mets en mort cérébrale, le genou du chat, je le force à se plier. Donc le chat, il fait une résistance à la flexion. Il résiste. Mais quand c'est trop long, le genou du chat explique comme une lame de canif, il n'y a pas de retour. Et le corps humain, c'est pareil. Le muscle est un activateur unidirectionnel qui n'a pas de marche arrière. Quand je le surcharge trop longtemps, il finit par mettre un court-circuit. Et donc, il y a un système de défense au niveau musculaire et les tendons ont cette capacité de défense, bam, de se tétaniser, si tu veux, pour protéger vraiment le corps humain. Et c'est ça la spasticité, c'est ça la crampe de l'écrivain, la crampe du musicien, etc. C'est que j'ai un souci au niveau de ma moelle épinière. J'ai un arc spinal auto-perturbé, auto-parasité, auto-entretenu au niveau de la moelle épinière. Et moi, je considère la douleur chronique comme une forme de spasticité au niveau médulaire, c'est-à-dire de la moelle épinière, d'accord? Je vous rappelle que j'ai publié 2 articles en revue médicale scientifique indexés à comité de lecture sur Kern, d'accord? C'est-à-dire tout ce qui est debug supérieur, etc., et je crois qu'il y a du no dedans, c'est-à-dire les universités belges, suisses et françaises. D'accord? Et donc, vous comprenez que ce qui va vous permettre de vous réadapter, c'est cette routine quotidienne. Et donc, je tenais à vous parler d'une notion très intéressante qui s'appelle le NEAT. Donc, le NEAT, N-E-A-T, c'est
la thermogénèse d'activités non exercitielles. Donc en anglais, c'est non-exercice, activité thermogénésis. Donc c'est très intéressant parce que c'est ce qui désigne les calories brûlées par des mouvements quotidiens qui ne sont pas considérés comme des exercices physiques formels. Cela inclut des activités comme marcher pour aller travailler, faire le ménage, cuisiner, ou même gesticuler pendant une conversation. Donc ces petites actions qui peuvent sembler insignifiantes, elles jouent un rôle crucial dans la gestion du poids et la santé globale. D'accord ? Par exemple, le NEAT peut représenter entre 15 et 30% de nos dépenses énergétiques quotidiennes. C'est plus du quart. Et donc, le fait de brûler ces calories, ça va soutenir le métabolisme vasculaire et pas que, cardiovasculaire et pas que. Donc, des gestes simples comme prendre les escaliers ou l'ascenseur ou utiliser un bureau debout peut faire une grande différence. Par exemple, tu vois, c'est des exemples. Par exemple, moi, je sais que je suis au 2e étage. Et souvent, j'ai des patients ou même des amis ou ma famille qui me disent ah tiens, putain, Raph, t'as des soucis de dos, t'as des soucis de jambes parce que j'ai besoin d'une canne pour marcher dehors quand je marche, d'accord? À des moments, j'ai une hanche qui fatigue, d'accord, qui se verrouille un peu. Et ben, je leur dis, mais Dieu merci que j'ai mes escaliers. Je leur dis, mais si j'aurais un ascenseur, je le prendrais pas en fait. Et je dis, si j'avais pas d'escalier, peut-être que je marcherais plus aujourd'hui. C'est ça la vérité. C'est que ce que vous faites de manière quotidienne, répétée, ça s'intègre dans un cerveau de la même manière comme un exercice. Ce qui compte, c'est la répétition. Donc même si pour que mon cerveau apprenne en termes d'ancrage cortical, quand je fais un exercice, une expérience, pendant 2-3 minutes par jour, ça suffit, pendant 1 mois et demi, 2 mois, ça suffit que mon cerveau il puisse l'apprendre à long terme, pour que ça ait un impact à long terme pour mon cerveau. Ce qui compte, c'est la répétition. Donc ne minimisez pas ces exercices qui sont de l'activité physique quotidienne, même si ce n'est pas des exercices formels. D'accord ? Donc même si ça semble banal, ça a un impact important sur votre santé globale et votre impact au niveau de votre métabolisme. Donc ça peut être très intéressant et c'est même exceptionnel de se dire que le NEAT peut améliorer cette santé parce que vous allez pouvoir intégrer des mouvements quotidiens qui ont l'air de rien, mais qui vont ou réduire des risques liés à certaines maladies, comme l'obésité ou cardiaque ou diabète, ce que tu veux, mais ça va être utile surtout en réadaptation physique, quand on parle de douleur. Parce que c'est un boost caché, si tu veux, de la dépense énergétique qui n'est pas mise en avant, ni par les ostéos, ni par les kinés, ni par les médecins du sport. Ils en ont rien à foutre du NEAT. D'accord. Alors que ce qui compte, c'est ce que la personne elle va faire quand elle est toute seule de manière quotidienne, même si ça semble être des petites actions. Tu comprends? C'est que moi je donne en général des protocoles de, je dirais 20 minutes, une demi-heure par jour. Pendant 1 mois et demi, 2 mois, les gens qui viennent me voir pour une douleur. Je leur dis, tiens voilà, tel exercice de massage, tel exercice d'étirement, tels exercices de renforcement. En général, j'essaye de faire une dizaine d'exercices. 5 exercices de renforcement, 2-3 exercices de massage, 2-3 étirements. J'essaye un peu d'être dans ce juste milieu, d'accord? Mais si, en parallèle des exercices que je donne, même si je leur amène le meilleur des protocoles, s'ils passent 8 heures par jour assis sur une chaise à leur travail, tu doutes que ça va ralentir, voire empêcher cette réintégration. Parce qu'ils vont être dans une position statique où les muscles ne vont pas s'oxygéner, les articulations vont être contraintes. La position assise, c'est du poison, les amis. Je vous l'ai dit, l'humain, il n'est pas fait pour être assis biologiquement. Biologiquement, on est fait pour être debout ou allongé. Tu vois, la position assise, c'est une position anti-anatomique. C'est pour ça qu'en Afrique ou en Asie, ils mangent par terre. On pense que c'est des animaux, ils mangent par terre. Tu sais, il y a ce truc-là d'occidental. Oh, ils mangent par terre avec leurs mains. Ta gueule. Le fait de manger allongé, enfin le fait de manger sur une hanche, je vais pas enraidir ma hanche, je vais assouplir ma hanche. Ça va m'aider à assouplir ma hanche. Puis je vais pouvoir me changer d'un côté quand je mange au sol, comme les Japonais ou les Africains, je pense notamment. Ils ont raison, je suis désolé. Donc la chaise d'école à l'école, poison. Pour moi, c'est meurtrier. Moi, c'est meurtrier de mettre une chaise d'école, de mettre des enfants en pleine croissance, sachant que l'équilibre sagittal du dos, il est acquis entre 5 et 12 ans. L'angle de mon bassin, l'angle sacro-lombaire, qui va
qui va faire que ma pente sacrée, mon angle du sacrum, etc., va avoir un certain angle et cet angle va être nécessaire pour avoir cette flexibilité au niveau des courbes de corrélation de l'équilibre sagittal, c'est-à-dire les courbes du dos, l'ordo-cervical, syphos dorsale, lordose lombaire. Et ben cet angle du bassin, il est exceptionnel, il est super important. Donc génétiquement, je pense que la chaise, surtout pendant la croissance entre 5 et 12 ans, c'est du poison. Parce que je vais venir bloquer la bascule du sacrum qui doit basculer. Je vais empêcher et je vais asphyxier le fessier. Le fait d'être assis, je vais asphyxier le fessier. Et le fait d'être assis, je vais atrophier le psoas. Je vais mettre le psoas en position raccourcie et il ne va pas s'oxygéner. Donc c'est pas que la position est mauvaise, c'est qu'elle est mauvaise parce que c'est tout le temps et trop long et il n'y a pas d'oxygénation. Tu comprends? Si j'étais, bon, je serais jamais ministre de la Santé, mais dans le monde utopique de Narnia, si j'étais ministre de la Santé, tous les élèves et tous les adultes au travail, toutes les demi-heures, je les forcerais à qu'il y ait une petite sonnerie et que tout le monde marche 5 minutes. Hop, on se lève et puis on fait un petit tour comme ça, 5 minutes, on s'étire, tac, tac, on se penche. Voilà, je suis sûr avec ce truc bête, hein, je suis sûr qu'on pourrait prévenir 40% des maux de dos peut-être, ou 30% des maux de dos peut-être sur nos sociétés contemporaines et modernes. Donc le mal du siècle, c'est le mal du dos, c'est le mal du dos parce que la chaise c'est de la merde en fait, à 50%. Parce qu'on va venir casser des croissances. Je ne t'en rajoute pas le fait qu'on met des cartables avec 300 livres à l'ère du numérique. C'est une honte de mettre des sacs aussi lourds à des élèves de classe qui vont les tasser. Laisse-le leur déployer leur colonne vertébrale avant de leur mettre du poids. Tu peux leur mettre du poids, mais pas tout le temps. C'est toujours pareil. C'est pas que c'est mauvais qu'ils portent les enfants. Il faut qu'ils portent du poids, il faut qu'ils soumettent du stress sur leurs articulations, sur leurs muscles pour les adapter, pour les entraîner. Il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient d'accord. Mais c'est le temps et la répétition, tu comprends? C'est juste ce truc-là. C'est juste qu'il faut doser la contrainte, peu importe l'âge, peu importe ce que tu fais, peu importe l'expérience, exercice ou pas exercice. Le corps, il va intégrer de la même manière. Un effort, ça lui demande une énergie. Et une énergie, elle est créée par les cellules. Et la pile chimique d'une cellule qui crée l'énergie, c'est l'ATP. Et le point trigger, c'est une crise énergétique de l'ATP. Le point trigger, c'est des nœuds neuromusculaires et c'est la même cartographie des Chinois, 70% des méridiens chinois, que les points triggers de la cartographie des Américains par David Simmons et Janet Travell. D'accord? Parce que la base anatomique des méridiens chinois est le fascia, et le fascia unifie toutes les cellules. D'accord? Et donc, n'oubliez pas ce NEAT. Ce que vous faites au quotidien, c'est très important. Que ça soit de prendre des escaliers plutôt que l'ascenseur, de faire des petites pauses actives dans la journée, comme se lever pour marcher ou s'étirer. C'est super important. D'accord? Ou même marcher pendant les appels téléphoniques. Tu es là, tu appelles, et ben c'est pas bon. Donc si tu appelles, ben, pense à marcher un peu, si tu peux. D'accord? Donc un petit mouvement, s'il est quotidien, peut faire vraiment une grande différence. D'accord? Très important. Donc je vous ai dit, la dernière vidéo que je vous avais faite, c'était le meilleur exercice fonctionnel. Je vous avais parlé de la marche en général et d'un exercice de rééducation qui s'appelle la marche du fermier en unilatéral. C'est-à-dire que je tiens un poids et je marche bien droit et je souffle et je respire. D'accord. Et après avec un poids dans chaque main. D'accord. Donc la marche du fermier, qui était un exercice complet. C'est pour ça que je voulais appeler le meilleur exercice fonctionnel. Donc meilleur exercice fonctionnel numéro 2, effectivement. Ça serait de monter des escaliers. Donc quand vous marchez, c'est assez complet parce que vous renforcez plusieurs muscles comme les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets, les fessiers, pour la propulsion et la stabilité, le tronc, le bassin, les abdominaux, les muscles du dos, même si moins impliqués, les bras aussi. Les épaules, ça va leur faire du bien, ça va tonifier les bras et les épaules, d'accord, de marcher. Donc la marche, ça va avoir des bienfaits comme le NEAT. Ça va aider à gérer le poids, à la santé cardiovasculaire, à vous renforcer musculairement et donc mentalement. D'accord? Parce que ça va réduire parce que dès que je fais un exercice physique, je vais réduire le stress et stimuler la mémoire et les fonctions cognitives. Tu comprends que le neurotransmetteur principal de la jonction neuromusculaire qui fait la contraction musculaire, c'est le même que la mémoire et l'apprentissage. C'est l'acétylcholine, l'ACH. Je vous invite à regarder ma vidéo Les secrets de la nature et d'autres vidéos que je vous ai faites sur le cerveau où j'explique un peu cette hormone, d'accord? Sachant que quand il y a un point trigger, il y a une perte de libération d'hormones, d'accord? Et que vous avez un souci au niveau de l'ACH avec le point trigger, d'accord?
Donc, de la même manière, si à la marche, bah, je vous ai dit, monter les escaliers. Donc, les ischio-jambiers, vous allez aussi, même si c'est plus puissant, travailler les muscles quadriceps, les muscles ischio-jambiers, les fessiers, les mollets, les abdominaux et les muscles du dos. Donc, en fait, les montées d'escalier, moi, je trouve il est vraiment bien parce que vous allez travailler sur la chaîne d'extension. Le fait de vous mettre sur vos avant-pieds pour monter les marches et pas sur le talon, je vais travailler la chaîne d'extension. Donc la chaîne d'extension, on la voit notamment dans le livre de Léopold Busquet, dans les chaînes de Léopold Busquet. D'accord. Elle part du fléchisseur des orteils, elle va au niveau du mollet, d'accord, et puis elle passe sur le quadriceps, et puis elle passe après au niveau du dos et du cou, d'accord. Et donc, quand vous montez des escaliers, vous pouvez mettre un poids dans une main, puis un poids dans l'autre. Vous pouvez faire ça, tout en restant bien droit. Et le petit bonus que je vous donne, c'est quand vous marchez ou quand vous montez des escaliers, n'hésitez pas à faire des souffles longs pendant l'exercice, pendant que je monte les marches, et à engager le périnée et le transverse. C'est en les maintenant. Maintenez ce putain de caisson pneumatique, ce putain d'ajustement postural anticipateur, périnée, transverse, multifit, transverse synergique avec le périnée et le multifit. Ces trois-là, ils se coordonnent quand je suis debout pour ajuster la posture de manière anticipatrice. Et donc le fait de monter les escaliers ou de marcher en engageant le périnée et le transverse, eh ben, ça va vous aider à stabiliser votre colonne vertébrale. D'accord. Dans son ensemble. Et il ne faut pas 10 000 ans. 2-3 minutes par jour, ça suffit. 15 minutes max, c'est bon, c'est assez. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui compte, c'est de mettre suffisamment d'oxygène dans mon cerveau pour le surpasser un peu, en tout cas pour qu'il puisse apprendre plus vite. Ça c'est du travail en haute intensité. Mais comme toujours, allez-y progressivement. D'accord? Ok. Donc, je vais vous montrer, on a fini les amis, je vais vous montrer un petit exercice bonus, tant que je suis avec vous. Petit exercice bonus pour finir la vidéo. Hop, vous vous levez, hop, et tout simplement, vous mettez comme ça, vous inspirez, et vous soufflez. Tout simplement. Vous inspirez, et vous soufflez. Donc ça, quand vous faites des crises d'angoisse, par exemple, vous pouvez le faire, aucun problème. D'accord? Ou même, c'est un bon exercice de respiration, tout bête, tout simple. Voilà, je voulais finir sur cette petite note. Donc je vous remercie les amis de votre intention. J'espère que ça va vous intéresser. Je vais vous envoyer d'autres vidéos. Donc je pense que je vous ferai, je sais un peu les autres vidéos que je vous ferai. Donc je vous referai une petite vidéo d'exercice bonus. Et je vous referai une vidéo où on parlera un peu plus des plantes psychédéliques. Et un peu de médecine d'Amazonie et des Mayas, etc. Ça va sûrement vous intéresser. Parce que je sais que ma dernière vidéo sur les plantes, elle vous a pas mal intéressé. J'ai eu pas mal de retours. Donc ça me fait plaisir de vous donner quelques pistes de réflexion pour votre problème, d'accord? Donc n'hésitez pas à me consulter dans la vraie vie comme toujours. Vous me trouvez sur Google, vous tapez mon nom et vous avez mes coordonnées. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite beaucoup de courage à tous et comme toujours, bons exercices.